Madame Jalbert. Bonsoir tout le monde. Pour débuter, en fait, je vous informe que les avis de convocation, puisqu'il y a une séance spéciale, les avis de convocation ont légalement été signifiés à chacun des membres du Conseil, conformément à la loi. Sauf moi. Moi, je l'ai poursuivi, parce que... As-tu quelqu'un d'autre qui l'a poursuivi? poursuivi? J'ai une visite de police. Il n'y a pas de policier, en fait. C'est qui, clairement? C'était pas un policier, c'est pas C'est pas un policier, oui. C'était pas un policier? Non, c'est pas Non. nécessaire que ce soit J'avais un pas de policier. lieu là, qui passe la main. C'est pas nécessaire par la loi que ce soit un policier. Et en fait que la présente séance spéciale est légalement tenue. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, prenez note qu'aucune modification ni ajout n'a été apportée à l'ordre du jour de cette séance spéciale, dans l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, j'ai alors besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'adoption de cet ordre du jour. Deschamps. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point A4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2015, 2016 et 2017. J'aimerais proposer ce PTI-là, en espérant que les sommes qui sont reflétées dans le projet soient suffisantes pour commencer à amorcer les réparations de rues qui en ont beaucoup besoin chez nous. On ne les mentionne pas tous, là, mais Vanier, Maple et autres. Je propose. Madame Reid. Secondé par Mme Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions qui porte seulement sur le PTI. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Thibault. Michel Thibault, est-ce qu'on peut savoir, connaître les grandes lignes, ce qui sera fait? En fait, je vais vous donner déjà les montants du PTI 2015, 2016, 2017. Donc, PTI, plan triennal d'immobilisation. Les municipalités sont tenues à chaque exercice financier, donc budgétaire, d'adopter aussi un plan triennal d'immobilisation qui sont les grandes orientations des dépenses qui vont être faites par la Ville, et ça en fonction, évidemment, de certains emprunts aussi qu'on va faire, notamment pour les grands projets. Pour l'année 2015, le PTI s'élève à 19 333 500 $. Pour l'année 2016, à 25 723 000 et pour l'année 2017, à 33 757 500 $. C'est à peu près, grosso modo, du même ordre de grandeur que les PTI qui ont été adoptés précédemment depuis, je vous dirais, 2012, 2011, 2012. Dans ces montants, on ne tient pas compte des subventions qui pourraient arriver dans les projets qui sont inscrits. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans le PTI qui peuvent être reportées subséquemment parce que le momentum n'est pas nécessairement le meilleur, mais on doit quand même garder ces projets-là dans le fil d'actualité, si on veut, donc dans le processus. Dans le cadre de notre PTI, donc, il y a des réfections de rue. Il y a également réfection de parcs pour enfants. Donc, on tient absolument à accélérer la réfection des parcs. On en faisait 1 ou 2 par année. On veut en faire un peu plus parce qu'on a 52 parcs dans la municipalité. La plupart ont besoin d'attention et de réfection. On veut donc accélérer le processus pour que les enfants puissent en profiter et les jeunes familles, évidemment, avoir de ces espaces-là. On veut aussi, je vous le dis, entamer une grande réflexion quant à l'utilité de nos parcs parce que beaucoup de parcs sont faits pour les jeunes d'âge préscolaire. Or, on le sait, les enfants, ça a l'habitude de grandir et donc il faut aussi trouver à occuper ces jeunes-là dans d'autres occupations. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est rendre les parcs des milieux de vie conviviaux intergénérationnels, donc où toutes les tranches d'âge d'un quartier pourront trouver à s'occuper dans les parcs. Et donc, on va essayer d'avoir de ce type d'organisation
collective, communautaire dans chacun des quartiers. Alors, c'est les grandes orientations qui ont été données par le conseil municipal. Dans ce qui a trait au bâtiment, on se souviendra qu'il y a dans les cartons depuis quelques années maintenant le déménagement du poste de police de Châteauguay qui est maintenant désuet depuis de nombreuses années qu'on doit relocaliser. Il y a également un projet de parc au centre écologique Fernand-Séguin. Il y a un projet multifonctionnel au 20 Maple où on devra recentrer certains services municipaux de proximité avec la population, donc que les gens aient accès soit à des gens de la ville là, pour les taxes municipales, les permis, etc., d'un point central. Et l'hôtel de ville commence à être petit aussi pour l'ensemble des services qui y logent, donc on doit relocaliser certains services. Alors, en gros, c'est à peu près les projets qui sont dans le PTI. Il y a aussi beaucoup de mise à niveau d'équipements d'hygiène du milieu. Donc, eau potable et surtout les eaux usées. Donc, on doit mettre à niveau notre traitement de l'eau usée. Le bâtiment atteint à peu près sa limite de capacité de traitement, donc on doit augmenter la capacité de notre usine d'épuration des eaux. On a également un réservoir d'eau potable à construire pour justement égaliser la pression et permettre une pérennité de nos aqueducs plus grande parce que ça va éviter les coups de bélier, ça va éviter également aussi le fait qu'on ait une pression qui continue, ça va éviter de fragiliser le réseau. Donc, ce sont des dépenses qui vont être faites au cours des prochaines années et qui figurent donc au plan triennal d'immobilisation. Parmi les rues et routes qui vont être touchées, on a évoqué tantôt Vanier, Maple. Bien, il y en a plusieurs. Il faut comprendre qu'on a accentué au cours des 2 dernières années, on a fait plusieurs kilomètres de rues dans la ville de Châteauguay. Je rappellerai que on a en 2011, 2013, 2014 fait plusieurs rues. On pense au chemin Saint-Bernard, on pense à Parkview, le Confini, il y a eu Saint-Joseph, il y a eu Primo, il y a eu McLeod, Denver, il y a eu plusieurs villes. Donc oui, il y a la rue Vanier, comme le mentionnait Michel. Il y a aussi Maple qui était déjà dans les cartons, mais que pour des raisons de reconfiguration, on a dû redessiner. Donc ça fait aussi partie des choses qui vont être faites. Il y a plusieurs autres rues, donc les gens de la ville, les services techniques vont venir nous présenter un ensemble de rues en fonction du budget du PTI, là, et de notre capacité aussi, parce que c'est un exercice financier qu'on doit regarder. En 2015, ça serait combien si on regarde le budget strictement alloué à la réfection de rue, aqueduc, asphaltage et autres? Je pense que c'est de l'ordre d'à peu près, dans tout ça, là, de 7 millions, mais il y a une bonne partie qui est financée à partir, en tout cas qui pourrait être financée à partir, pour ce qui est de toute la section des tuyaux, de la tuyauterie, par le programme TEC, là, donc Taxe Essence Canada-Québec. Donc, effectivement. Et bien sûr, dans la plupart des choses qu'on veut aller, on souhaite toujours, on essaie d'avoir un équilibre entre ce qu'on est capable de rembourser à notre dette et ce qu'on est capable d'emprunter, donc pour ne pas alourdir la dette indûment. Donc, on a des travaux d'urgence à faire. On essaie de faire le plus de travaux qui sont des incontournables. Et ensuite, on essaie de rembourser. Heureusement, les taux d'intérêt sont bons. Et quand on refinance, comme on l'a vu par les mois qui viennent de passer, quand on est en refinancement, donc on peut continuer à renvoyer du financement à des taux d'intérêt moindres que lorsque l'emprunt a été fait originalement. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le plan triennal d'immobilisation? Juste posez vos questions s'il y en a. Sinon, ben, on va lever la séance. Non, il y a une autre séance du conseil après. Ça, c'était juste la séance spéciale pour le plan triennal d'immobilisation.
question-là, le programme... Triennal d'immobilisation. C'est ça. Mon nom, c'est Roger Gingras, comité de résidence. Nous sommes à Général, c'était gros, Champlain, Châteauroux. Nous avions présenté une pétition à peu près 400 personnes au mois d'avril et on a eu un rappel au mois de juillet. Alors, l'objet, c'était de voir, ma question, savoir est-ce que c'est dans les priorités, cette section-là, j'ai élaboré ça entre de la Verdure et Saint-Eugène. Et pour l'instant, il y a peu de choses. Alors déjà, moi, je vous encourage à aller prendre une marche entre novembre. Oh, je suis allée. L'enfer commence. Je pleuvait. 4 familles sont venues me voir. Ça va trop vite. On avait demandé une réduction de vitesse. Ça va à 50. C'est très étroit. Je suis allée faire un tour exprès. Alors c'est ça, il y a beaucoup de plaintes. Et les autobus aussi. Oui. Les autobus. C'est pas un boulevard. Et notre priorité, c'est d'être capable. Parce qu'il y a 105 résidents. Et la majorité des familles, des conjoints demeurent aux alentours et viennent à pied, soit chez parents ou autres. Alors là, notre question, notre priorité, c'était d'avoir le fameux trottoir. Mais on n'a pas. Alors ma question, c'est est-ce que c'est envisageable? Ça fait partie effectivement des choses dont on discute et ce que M. Deschamps, votre conseiller, a apporté. Et dans un deuxième temps, là, on a voté l'enveloppe globale justement pour refaire les trottoirs et on a de commun accord décidé d'augmenter justement la partie pour la construction de tronçons neufs plutôt que de la réparation. On va mettre un peu moins d'argent dans la réparation de trottoirs pour en mettre plus pour rallonger les tronçons de trottoirs existants. Donc, le cas chez vous pour du coin de la Verdure jusqu'au Saint-Eugène jusqu'au foyer. C'est la sécurité. Oui, tout à fait. Les abords des institutions, les écoles, etc., on veut y mettre l'accent. Ça a été clairement indiqué aux gens des services techniques. Donc, le tronçon dont vous parlez et certains autres tronçons pourtour des écoles font aussi partie des choses qu'on veut prioriser à partir du prochain plan triennal d'immobilisation. C'est en date, ça va être en date, à quelle date? Le plan est déposé en vigueur? Le plan est déposé aujourd'hui. Okay. Présentement, on a dégagé des grandes enveloppes. Il nous reste, pour ce qui est de la question des trottoirs, des parcs et des rues, à déterminer avec l'enveloppe qu'on a, à savoir quelles seront les priorités. On en a pour 3 ans, donc on va échelonner nos travaux. Mais effectivement, comme on l'a dit, on veut mettre l'emphase aux abords des institutions. Votre dossier est fort bien défendu par votre conseiller municipal. Et comme chaque conseiller municipal ici autour de la porte défend avec vigueur les intérêts des institutions, des écoles dans leur quartier. Donc, ça fait partie des préoccupations. Mais effectivement, là où il y a des bouts qui manquent, parce qu'il y en a qui sont mieux pourvus que d'autres, là où il y a des bouts qui manquent et de la sécurité, on va faire un gros effort pour que ça soit réalisé au cours de la prochaine année. Donc, on a vraiment augmenté le budget des trottoirs. Bonjour, Charles-André Marchand. Suite à notre rencontre de ce matin, j'espère que si vous faites des changements sur certaines rues pour ne pas vivre le même problème qu'on vit sur Parkview, une petite séance d'information sur les rues en question, dire on veut s'en aller vers ça, vous en pensez quoi, au lieu de l'imposer, puis après subir les fautes des résidents. Tout à fait. Une suggestion. Tout à fait, M. Marchand. Et quand vous me l'avez fait, j'ai abondé en ce sens lors de ma petite visite sur Parkview. Merci. Fort apprécié d'ailleurs. Merci. M. Girard. Oui, mademoiselle Simon. Concernant le boulevard industriel, justement, on voit qu'il y a une partie qui approche de Saint-Jean-Baptiste qui a été refaite. Une fois qu'on passe le magasin, je crois que c'est BMR, on s'en monte sur Subaru, c'est beaucoup plus étroit. Et chaque côté de l'asphalte, il y a des trous qui sont vraiment dangereux. Si on rencontre, par exemple, un gros camion qui s'en vient, on est vraiment obligé de se coller. Souvent, on va poigner des gros trous. Tout pour dire que c'est pas assez large, puis chaque côté laisse à désirer. Est-ce qu'il y a des réparations de cette route qui sont prévues? En fait, on regarde le boulevard industriel de façon très pointue. C'est un chantier qui est majeur, par contre. Il faut qu'on le regarde
les services techniques sont en train de l'analyser dans son ensemble. Il y a de la canalisation, il y a des fossés, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on regarde. C'est une route qui... Oui, puis c'est une route aussi qui est bâtie différemment parce que c'est une route qui doit supporter le passage de camions qui ont affaire justement dans le parc industriel, là, donc ils sortent avec. Et ça fait partie des choses qu'on regarde aussi. OK, merci. Il y en a une autre que je suis curieux, c'est que sur la rue Saint-Bernard, entre, on va dire, Christ-Roy, où on joint Saint-Bernard, et oui. aller vers la réserve de Kalamake, c'est assez rocailleux comme route. Oui. Ils ont patché un peu, mais en tout cas, c'est patché vite, on va dire. Ça, il y a... Est-ce qu'on pourrait voir l'affaire? Ça, il y a des discussions avec le ministère à ce niveau-là. Donc, on va attendre le résultat des négociations avec le ministère pour faire la fin. Et aussi, pour finir, le pont de la Sauvagerie, je crois qu'ils appellent ça. Oui. Quand on s'en va, mettons qu'on parle de Youville, qu'on s'en va vers la réserve, là, ce côté-là, il y a des bonnes bosses dans l'asphalte. Est-ce qu'on pourrait juste les faire paver et unir? Le pont appartient au ministère des Transports. Et là, on est pour parler, pour savoir quand est-ce qu'ils vont parce que là, on a commencé avec le pont Laberge, mais on se souviendra que les 3 ponts sont à faire. Parce qu'on passe tous par là, vu que le pont Laberge... Oui, je sais, mais le pont appartient au ministère des Transports. Et une fois que le pont Laberge sera... on aura notre nouveau pont qu'on aura accouché, on se souviendra que autant le pont Bourdon, donc celui qui est près de l'ancien pont sur René Lévesque, là. Donc René Lévesque et la Sauvagine, donc le pont Bourdon et le pont de la Sauvagine sont aussi dans la mire du MTQ pour être reconstruits. Donc il faut qu'on suive ça. S'il n'y a pas d'autres questions sur le PTI, on va lever la séance, puis vous aurez tout le loisir d'en reposer. Proposé par M. Jambon et appuyé par M. Côté. Donc, la levée de la séance à 19h50. Oui, on peut se recueillir encore, mais on va passer outre. Juste garder en tête qu'on prend des décisions pour l'ensemble de la communauté. L'adoption de l'ordre du jour. Madame Rie. Donc, en fait, prenez note que dans le fond, il y a eu un ajout à l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, ce sera le point J1. Je peux en avoir une copie juste à l'extérieur, à l'extérieur. Donc, ce sera le point J1. Donc, j'ai besoin d'un proposeur qui sera Mme Rie. Oui. Appuyé par... Il y avait une... Donc, merci. C'est adopté par le Conseil. B1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 6 octobre 2014. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle, merci. C'est adopté par le Conseil. B2, approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 7 octobre 2014. Monsieur Côté. Monsieur Côté et Monsieur Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point B3, approbation du procès-verbal de la Commission du 13 octobre 2014. Gendron. Monsieur Gendron. Doyle. Appuyé par Monsieur Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D, affaires courantes. D1, autorisation du paiement d'honoraires professionnels de l'ordre de 23 600 $, taxes nettes incluses, à la firme Dalton Rainville, Société en nom collectif, pour des travaux effectués en 2013. Proposé par Laberge. Mme Laberge. Non. Appuyé par M. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D2,
Autorisation de payer les coûts afférents au déficit d'opération pour la part du déficit appartenant à Châteauguay, totalisant 3 480 et 81 sous pour le transport adapté métropolitain pour les années 2012 et 2013 et de répartir les coûts entre les villes participantes. M. Pinard. M. Pinard est appuyé par Gendron. M. Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D3, autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés sur les rues Touga, Garand et d'Iberville, ainsi que le paiement des sommes dues à la firme Excavation Loisel Inc. pour un montant total de 3 520 et 67 sous, toutes taxes incluses. Monsieur Côté. Madame Ray. Monsieur Côté, appuyé par Mme Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D4, autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés sur les boulevards Sainte-Marguerite et Salaberry-Nord et sur les rues Saint-Louis, Rosigny et Goyer, ainsi que le paiement des sommes dues à la firme Duo Réhabilitation Inc. pour un montant total de 53 750 toutes taxes incluses. M. Pinard. Proposé par M. Pinard et appuyé par Madame Laberge. M. Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D5, autorisation de l'installation de 9 nouvelles antennes de radiocommunication et de radiodiffusion par la firme Vidéotron Société en collectif sur le toit de l'immeuble CIO 230 au boulevard Brisebois. Madame Reid. Proposé par Mme Reid Monsieur Côté. et appuyé par M. Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D6, autorisation de modifier la résolution numéro 2014-335 concernant la permanence de Mme Mélanie Allard au poste d'ouvrière aux travaux publics à la division des travaux publics. Monsieur Côté. Gendron. Proposé par M. Côté et appuyé par M. Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D7, application de la consolidation du déficit actuariel technique au 31 décembre 2004, conformément à l'article 4 du règlement, concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et instruction au comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville. M. Pinard. Proposé par M. Pinard et appuyé par Madame Reid. Mme Reid. Merci. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point E1, demande de PIA pour afficher la raison sociale BMO Banque de Montréal du 129 boulevard d'Anjou. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre l'ajout de 4 enseignes rattachées au bâtiment principal ainsi que l'enseigne directionnelle, à l'exception des 2 enseignes détachées. Glutner. Proposé par M. Gloutner, Deschamps. appuyé par M. Deschamps. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point E2, demande de PIA pour afficher le nom de l'édifice Centre de santé Desjardins du 230 boulevard Brisebois. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre l'ajout de 2 enseignes rattachées au bâtiment principal, soit une enseigne sur le mur latéral gauche et l'autre enseigne sur le mur latéral droit. Madame Reid. Proposé par M. Deschamps et appuyé par Mme Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point E3, demande de PIA pour refaire le toit et changer le revêtement extérieur du 55 rue principale. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande afin de permettre une toiture à 2 versants ainsi que le changement du revêtement extérieur par un déclin de bois pour le garage attenant existant. Monsieur Côté. Proposé par M. Côté Madame Reid. et appuyé par Mme Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. E4, demande de PIA pour l'ajout d'une enseigne Lavoto Royal au 81 rue principale
Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'autoriser cette demande afin de permettre l'ajout d'une enseigne rattachée au bâtiment principal. Madame Reed. Proposé par Mme Reed Déjà. et appuyé par M. Deschamps. Merci, c'est adopté par le conseil. Point E5, demande de PIA pour le changement du revêtement du toit existant au 283-285 boulevard Diouville. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'autoriser cette demande afin de permettre le changement du revêtement du toit existant en bardeau d'asphalte par un revêtement de tôle galvanisé pré-peinte de couleur galvalume. Proposé par Monsieur Côté. et appuyé par M. Pinard. M. Pinard. Merci, c'est adopté par le conseil. Point E6, demande de PIA pour l'agrandissement du 235 chemin de la Haute-Rivière. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'autoriser cette demande afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal pour abriter une génératrice face à l'allée d'accès. Madame Reed. Deschamps. Proposé par Mme Reed et appuyé par M. Deschamps. Merci, c'est adopté par le conseil. Point E7, demande de PIA pour une nouvelle construction au 301 rue Bernard, unité 1. Les membres encore là du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'autoriser cette demande afin de permettre la construction de bâtiments principal de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. M. Pinard. Proposé par M. Pinard et appuyé par Monsieur Côté. M. Côté. Merci, c'est adopté par le conseil. Point F1, donc en tant que greffière adjointe de la ville, je dépose la correspondance reçue. Donc nous sommes maintenant à la première période de questions, Mme Simon. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter à l'avant, poser votre question, à vous identifier. On va les questions. Oui, bonsoir. Mon nom est Roger Gingras. Je suis membre du comité des résidents du groupe Champlain-Châteauguay. J'ai bien un collet pour impressionner la galerie, mais c'est involontaire. Vélo, portez votre casque. Je ne suis pas sûr que le micro marche. Ça ne fonctionne pas. Ça l'achève. Ça se fait que ça marche pas parler. On avait ce qu'on a aujourd'hui, le but de notre présence ici. Je suis accompagné de d'autres personnes du comité des résidents. Alors, c'est de déposer une pétition. Alors, je vais vous donner le contexte et tout ça. C'est qu'au centre Champlain-Châteauguay, vous l'avez certainement vu dans les journaux, à travers le Soleil et autres journaux, et très bon article de Mme Blackburn qui avait été fait dans le Soleil. Nous, on a des activités au centre Champlain. Vous parlez plus près. Je vais parler un peu plus fort. Alors, nous, on a des activités à l'extérieur, des activités musicales à chaque année. Ça fait depuis 25 ans que le centre existe. Et quand on parle d'activité musicale, c'est un chansonnier avec une guitare ou un piano. Alors, il y a eu une plainte. À chaque année, il y a une plainte. Je pense que ça fait 3 ans et demi que je suis là. Chaque année, les policiers viennent, mais dès qu'il y a une plainte, il faut intervenir. Alors, cette année, il y a eu, les policiers se sont présentés 2 fois. Et donc, il y a eu le 9, toujours en début d'août, il y a la fête annuelle, des familles, à peu près 150 personnes, donc les résidents, les familles, un musicien et un chanteur. Et on fait ça, ceux qui connaissent le centre Champlain, près de Salaberry, 210, ça va dans le comté, monsieur le conseiller ici. Alors, c'est un espace, c'est un boisier, c'est un très grand boisier. Alors, cette année, là, il y a eu le 9 août, la fête familiale, une première intervention, plainte, musique trop fort. Alors, c'est une plainte d'un voisin, mais à chaque année, cette plainte revient à chaque année. Il y en a eu un de 27, et là, ça a suivi une amende de 168 $, parce qu'elle peut prendre 2e, 3e amende. Ça respecte le mérite. Alors, le type de fête qu'on fait, c'est chansonnier. Généralement, c'est de midi à 2h, 2h30. 1 heure, 1 heure et demie de chansons. Et on essaie de contrôler aussi le son pour que ce soit trop fort. Donc, il y en a eu en fait 2 cette année, 2 fêtes cette année. Alors, la demande de la pétition, alors là, il y a eu l'amende était l'action en fait qui est arrivée chez nous, et il y a eu une réaction de la part des familles qui assistaient à ça, cette fête-là, dont l'incompréhension des familles qu'il y a eu. Les familles se sont dit, ben là, ça suffit. À chaque année, là, il faut faire quelque chose. Alors, ils sont venus voir le comité des résidents.
Et là, il y a une pétition qui s'est mise en marche. Et ça fait à peu près 4 semaines. Donc, ils ont fait un mois. On va passer notre vie sur la pétition. Alors, on est à peu près à 1500 noms, 1500 noms. Alors, ce sont des gens autour. Et il y a eu aussi des gens qui se sont impliqués directement sur des commerces qui sont, ça n'a pas d'allure. Donc, la demande, exactement, ce qui est en cause ici, c'est le règlement municipal 1.8.4 concernant le bruit. C'est la nuisance. Nuisance publique liée au bruit. Alors, c'est ça qui est en cause. Nous, on essaie de contrôler un petit peu ça. Alors, notre demande, en fait, on demande dans notre pétition qu'il y ait une dérogation peut-être à ce règlement-là, ce qui n'est probablement pas souhaitable de déroger à des lois. Mais il faudrait quand même, comme disait d'ailleurs une ancienne conseillère municipale par la voix du journal de Salé, il serait peut-être temps de reviser un peu ce règlement-là pour être capable d'adapter des centres d'accueil. Parce que j'ai l'impression que des dérogations, il y en a tout le temps. Il y a les fêtes nationales, c'est normal. Le Zumba, c'est normal. Les parties de football, c'est normal. Alors, il y a toujours un peu de bruit. Si notre voisin était près d'une école, il serait malheureux. Il y aurait 180 jours par année de bruit de cloche. Alors, il faut quand même être un peu tolérant. Alors, la pétition, en fait, c'est de demander une dérogation à la loi ou d'avoir quelques conseils ou interventions de la part du conseil municipal pour voir comment on peut faire des accommodements pour essayer pour certains centres d'accueil qu'il y ait une plus grande tolérance. Alors, ces fêtes-là, il y a une quarantaine de bénévoles au centre et quand on a de telles activités, il faut voir la joie et le bonheur de ces gens-là. Alors, il y a des gens qui sont en chaise roulante et qui se lèvent pour danser, ce qui est extraordinaire. Alors, il faut voir un peu que, et même Mme la mairesse participe quelquefois à ces activités-là, mais c'est durant l'hiver, dans les chorales, et c'est à l'intérieur. Alors, la prochaine fois, on va le faire à l'extérieur et vous allez avoir votre plainte. J'aurai une plainte. Alors, c'est ça, j'ai déposé la On va recevoir votre pétition, M. Gingras. On a déjà commencé à regarder, évidemment, que le dossier, c'est pas la première fois qu'on le voit passer. Même auparavant, il y a de cela plusieurs années, il y avait déjà eu aussi, je me rappelle, pour l'avoir couvert, la même problématique. On vit malheureusement, puis certains d'entre nous le savent, dans une ère d'intolérance où même les enfants n'ont pas le droit de faire du bruit quand ils se baignent ou pas le droit de jouer dans la cour ou dans la rue. Et donc, il va falloir effectivement trouver, parce que le bruit aussi, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. On devient tous plus fragiles, je vous dirais, à la quantité sonore qui s'en... Mais oui, on va travailler ça. Je ne sais pas si ça prendra la forme d'une dérogation ou si on va revoir la réglementation ou si on va... comment on va l'adresser, mais il est clair qu'on ne souhaite pas que cette situation se reproduise. Le mot d'ordre de la direction, c'est que de suspendre les événements à l'extérieur. Bien, je ne pense pas que ça soit une bonne... Et entre le 9 et le 27, il y avait eu une messe à l'extérieur. Une dame qui joue de la flûte, ça chante très légèrement. Et le monsieur n'aimait pas ça, elle faisait beaucoup de bruit. Alors la dame qui jouait de la flûte, elle dit, il me semble que je ne joue pas si mal que ça. Mais on va regarder tout ça. Puis s'il faut peut-être essayer d'avoir... On a aussi un projet de médiation citoyenne. Là. On peut peut-être aussi essayer de trouver, à voir avec la personne en question, là, qu'est-ce qui... C'est ça qu'il peut y avoir des précisions. Des fois, on peut se trouver un accommodement, mais de part et d'autre, on se donne des balises pour à la fois chez nous. Et chaque fois, les policiers sont vraiment déçus quand ils viennent nous voir. Non, mais écoutez, c'est très triste. Et la dernière fois, le policier est venu 2 fois, et le monsieur est allé au poste de police déposer une plainte contre le policier en disant, j'entends encore de la musique. Et le pauvre policier, il dit, écoute, j'ai eu une plainte contre moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu es tout déçu d'avoir une plainte. Madame la mairesse, j'aimerais savoir de la part de monsieur si le foyer va contester l'amende? Non, le foyer, en fait, ce qui a été décidé, c'est qu'ils veulent avoir des relations de bon voisinage, comme c'est corporatif et tout ça, parce que la rencontre des familles qui a eu lieu en septembre, je crois. Alors, ils n'ont pas l'intention de contester. J'ai su par la bande, donc c'est une primaire, là, que la plainte avait été retirée là, il y a quelques jours. Mais là, je ne sais pas encore le fond, il faut que je vois avec la direction. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu... quand il y a une contravention, il faut voir aussi légalement ce qu'il y a quand il y a une contravention qui est faite. Parce que s'ils avaient eu l'intention de contester, on aurait pu demander à notre avocat de ne pas s'objecter. Ça aurait été facile de... Mais on va regarder tout ça, effectivement, puis on va revenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Je vais aller là.
Oui, M. Girard, faut que tout le monde vous entende. J'ai entendu l'exposé de monsieur, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour éviter un problème comme ça, une chose bien facile, hein, c'est que... C'est une période de questions, M. Girard. Ah. Ce que je voulais dire, c'est que si la Ville a un système de permis qui serait gratuit, exemple, moi je voudrais faire un événement, on va dire à Noël, ça va durer de telle heure à telle heure, c'est tout inscrit sur le permis, et on va dire la semaine d'avance, la Ville, dans un petit article, le mettrait dans le soleil, dire qu'à exemple, à tel endroit, à telle heure, de telle heure à telle heure, il y a une activité bonhomme de neige avec musique et des tolérants durant ce temps-là. Même le plaignant de la police va dire non, regardez dans votre soleil. Oui. On a déjà prévu cet événement-là. On va regarder tout ça, puis on va regarder ce qui se fait ailleurs. Comment on va regarder tout ça, M. Girard, mais l'idée, c'est que même un permis, la nuisance, elle existe quand même. Donc, on ne peut pas permettre quelque chose qui... Oui, mais c'est quand même dans un parc public. C'est plus une maison privée. Le centre Champlain, ça reste un endroit privé. Ça reste une maison de plusieurs personnes. C'est la résidence, c'est un lieu privé. Donc, c'est pas un lieu public. C'est pas un parc où les gens ont tous le droit d'aller, où une association va. C'est dans un terrain. C'est comme si moi, je faisais une fête dans ma cour. Je suis tenue... Avec un permis, c'est des voisins, tout le monde? Oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'il est difficile de donner par permis ce que la réglementation interdit. Donc, il faut qu'on s'assoie et qu'on regarde ça de plus en profondeur pour regarder justement quelles seront les balises à appliquer. Est-ce qu'on permet, exemple, une fois par année, puis à ce moment-là, les gens auront un permis à les choses. Mais il faut le regarder dans son ensemble parce qu'on ne peut pas juste dire on va permettre ce que le règlement interdit. C'est comme une chose culturelle qui se passe dans toutes les villes du Québec. Oui. On entend sonner les cloches le dimanche, toujours au même temps. Je vais vous donner le meilleur exemple. On a autorisé, on a fait un changement on a une modification au règlement de nuisance pour permettre les travaux sur le pont Laberge pendant plus longtemps que prévu, justement parce qu'on veut faire avancer les chantiers plus rapidement. Donc, c'est le cadre dans lequel on va travailler, mais ça se fait de façon plus large. On ne peut pas y aller cas par cas parce qu'on va avoir une espèce de mosaïque de choses. On va essayer d'avoir quelque chose qui s'harmonise. Avec votre suggestion est très bonne, on la prend, puis on va l'étudier dans l'ensemble du dossier. Les gens vont dire, faut que je paye le permis. Non, il est gratuit. Mais on verra. On verra comment ça va s'appliquer. Parce qu'aussi, permis, ça peut dire que votre voisin va vous faire des fêtes dans sa cour toutes les fins de semaine, puis ça vous plaira peut-être pas. Voilà. Alors, il faut regarder tout ça dans son ensemble, M. Girard. Il faut regarder... Que ce soit une occasion spéciale. Ce qui est spécial pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut le regarder plus profondément. En même temps, j'ai parlé à Julie au sujet du fameux du pont Laberge. Julie, j'ai oublié son nom, elle travaille comme... Madame qui était incommodée par le... Ah, OK, c'est beau. On ne veut pas avoir de détails sur votre... Oui. Quand même, je l'ai vu cette semaine, là, elle travaille à Moka, comme serveuse. Oui. Et puis, j'ai expliqué à Zou, et elle dit, je comprends. Et elle a hâte... que ça soit fini. Elle a hâte, que ça gêne. On a tout ça. Ouais. Merci beaucoup, M. Girard. Merci. Juste pour intervenir sur la résidence Champlain, je me souviens d'une couple d'années, les résidents de la rue en question, ils demandaient un permis à la ville pour bloquer la rue puis faire une fête de voisins. Ça fait que si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça fait que s'ils vous font un autre demande, j'espère que vous allez répondre, non? Merci, M. Marchand. Madame Lefebvre. Bonsoir. Excusez-moi, je suis enrhumée, j'ai de la difficulté. Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Je vais être contaminée. C'est pas grave. C'est pas les mots-là. Que je sache, j'espère que non, c'est parce qu'un sort, vous essayez de me jeter. Est-ce que c'est légal, une chariverie? On pourrait faire un chariverie à ce monsieur-là? Ben non, c'est pas légal, hein, c'est grave. Bon, je suis pas venue ici pour ça. Je suis venue ici parce que j'ai appris récemment, je suis tombée des nues parce que je pensais que le cas du fluor dans l'eau, ça avait été réglé en 2011, alors qu'on en avait parlé. J'ai mal lu mes articles, j'ai dû lire en diagonale, parce que j'étais sûre que c'est quelque chose qui avait été réglé, que le fluor avait été effectivement enlevé en 2011. Et puis là, j'ai appris récemment que c'était pas le cas. Alors, vous savez comment j'aime ma rivière, mon eau. J'ai décidé de m'unir aux gens qui voulaient
faire enlever, excusez-moi, enlever le fluor dans l'eau. Parce que avec mes lectures ces dernières années, tout ça, je ne pense pas que d'avoir de la fluoration de l'eau, c'est pas une nécessité. Je ne crois pas que ce soit une nécessité comme telle. Et puis, je trouve qu'il y a assez de cochonneries dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, des cochonneries qu'on est obligé de consommer sans en rajouter des qui ne sont pas nécessaires. Alors, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me nommer le but spécifique de l'ajout de ce produit chimique-là, qui est la fluoration de l'eau à Châteauguay? Est-ce que c'est utile pour rendre l'eau potable ou c'est seulement pour prévenir la carie dentaire? En d'autres termes, ce que je veux dire, est-ce que c'est pour un but thérapeutique uniquement que le fluor est ajouté à l'eau? Donc, c'est par but thérapeutique, j'en crois votre question. Donc, c'est un programme qui est mis de l'avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la santé dentaire de la population et notamment chez les plus pauvres, les couches les plus pauvres de la population. Donc, c'est un programme qui souhaite assurer une santé dentaire à un plus grand nombre, en fait, une meilleure santé dentaire à un plus grand nombre de citoyens. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé et des Services sociaux a signé des ententes avec des municipalités au Québec pour qu'il y ait un additif de fluor. Châteauguay, il y a de là plus de 40 ans qu'on fluore l'eau. Donc, c'est des ententes qui datent depuis de nombreuses années. Il y a des villes où c'est plus récent parce que, évidemment, on sait que les villes n'ont pas toutes eu accès à l'eau potable produite en usine en même temps. Il y a eu ce matin, si vous me permettez... À Richemont, c'est en fin de semaine, le référendum. Non, je veux dire, un matin, avec Paul Arquin, il y avait Claire Laberge qui en a parlé justement du fluor. Alors, je pense que ça va... Ce qu'elle disait, en principe, ça va dans le bon sens. En 2015, on devrait arrêter les villes de fluorider. C'est ce qu'ils ont dit. Alors. Mais il a voté pour cesser de fluorider. À Richemont, le référendum, les gens ont voté contre à 79%, donc pour arrêter la fluoration. Vous confirmez effectivement que c'est dans un but thérapeutique. En fait, le programme, je vous dis que le programme qui est mis de l'avant et qui est à cours en Ontario et aux États-Unis, et qui a été amorcé au Québec, c'est pour la santé dentaire de la population. C'est pas pour rendre l'eau potable. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexander Turigno. Député, tout le monde ici vont savoir déjà qu'est-ce que je veux parler. Je veux parler de la fluoridation. Première chose, je veux te remercier pour votre temps de semaine passée. Et vous avez une question, hein? Je vous rappelle que c'est une séance de questions. Okay. Madame la mairesse, pour elle me confirmer que les municipalités sont légalement entièrement responsables et imputables de la qualité et des risques pour la santé et pour un environnement de la fluoridation, sinon la protecteur du citoyen du Québec. OK. Je vais le dire en anglais aussi. Can Mrs. the Mayoress confirm that municipalities are legally entirely responsible and accountable for the quality and the health and environmental risks of fluoridation according to the Quebec Ombudsman, protecteur du citoyen du Québec? Qu'est-ce que le protecteur du citoyen vient faire dans la question? Well, okay. Madame la mairesse, est-ce que vous pouvez... Est-ce que moi, si on est responsable de la qualité de l'eau qu'on produit, oui, parce que c'est nos installations qui produisent l'eau et on doit respecter les normes émises par le ministère de l'Environnement en matière de production d'eau potable. Donc, au niveau des coliformes fécaux, on a plusieurs règles qu'on doit voir avec certains produits et le fluor, le taux de fluor n'en fait pas nécessairement partie dans le risque, dans le tas d'analyse qu'on a à faire. Là. Le fluor est un additif qui est rajouté par la suite pour répondre au contrat qu'on a avec le ministère de la Santé. Mais la ville de Châteauguay est quand même responsable de mettre ce produit dans l'eau potable? En fait, parce qu'on a une entente avec le ministère. OK, oui. So,
So, même si nous n'avons pas un tox study qui est fourni par le ministère de Santé, la ville est correcte de mettre un produit qui n'est pas testé du tout. Testé. Bon, c'est pas testé. S'il n'y a pas un tox study, c'est pas testé. En fait, nous, on a quand même, je veux dire, on ne met pas n'importe quoi. Le produit qu'on met dans l'eau est autorisé, là. C'est pas... Juste parce que c'est mis dans l'eau pour 40 ans, juste parce que c'est autorisé, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Il y a plein de choses que les gens qui sont capables d'utiliser, sont en vente sur les tablettes. C'est très nocif pour la santé et c'est quand même autorisé par le gouvernement. Donc, on peut avoir une grande discussion à savoir sur tout ce qu'on mange, sur les OGN, sur tout. On peut avoir une très grande conversation là-dessus. Je ne pense pas que mon rôle de mairesse soit de questionner le choix du ministère ou quoi que ce soit. Je pense qu'en tant que collectivité, je vous l'ai expliqué la dernière fois et je vous le réexpliquerai encore aujourd'hui, ce n'est pas le conseil municipal de Châteauguay qui va prendre la décision. Je vous invite à ce qu'on va faire un exercice collectif et on décidera si l'ensemble des citoyens de Châteauguay ou la majorité des citoyens de Châteauguay veulent qu'on continue à fluorer l'eau. Et je vous le dis, je vous le répète, ce que vous avez comme étude, il y a des gens qui ont le contraire comme étude. À ce moment-là, on va essayer de se faire une tête ensemble et on verra ce que la majorité des gens en pensent. Parce que ce que vous croyez intimement et ce dont vous êtes intimement convaincu et ce dont Mme Lefebvre est intimement convaincue et les autres gens qui, avant vous, en 2011, sont venus faire la représentation au sujet du fluor, sont intimement convaincus. Il y a d'autres citoyens qui sont intimement convaincus du contraire. Et à ce moment-là, moi, je ne ferai pas l'arbitre entre les deux. On va tenir quelque chose de démocratique et à ce moment-là, on verra on va faire comme à Richemont là, ou quelque chose comme, puis on verra ce que les gens décident. Mais c'est ni vous ni moi qui va décider pour l'ensemble de la population. Et vous avez des dates déjà? Je vous ai dit qu'avant le mois de juin, on allait faire un atelier. Hein? C'est quand même vague. Je sais que c'est très vague, mais je veux pas vous donner une date, puis je pourrais vous dire le 10 décembre. Puis après ça, j'annulerai parce que il y aura autre chose qui va se passer. Quand je vous donnerai une date, je vous dis, dans les prochains mois, on va l'organiser. Présentement, on est en train de travailler très, très fort sur le processus budgétaire. Mon agenda est rempli. L'agenda de tout le monde, on a des dates qui vont tomber, qui vont faire en sorte que je ne veux pas vous donner. C'est pas parce que je ne veux pas vous donner une date, c'est parce que je ne veux pas vous donner une date pour l'annuler et repousser la chose après. Donc, soyez assurés qu'on va faire ça avec diligence, qu'on va s'en occuper et qu'on va tenir une journée de réflexion là-dessus et que les gens qui s'intéressent à la fluoration ou pas dans l'eau soient invités à la même table et en débattront. Et puis, on aura des gens pour répondre à nos questions qui seront là et on s'aidera à se faire une tête tous ensemble là-dessus. Puis, on va faire... Vous savez, Richemont, le dossier a été déposé en 2009 et viennent de faire une idée en 2014. Et nous, on l'a déposé en 2011, le dossier aussi. Mais on va essayer de faire ça plus vite un peu. Et chaque jour qu'on attend, plus de journées qu'on met la population aussi en risque aussi. Mais comme je vous dis, monsieur, ça c'est des jugements, it's like you say. I mean, there are studies that say things and there are studies that say other things. And you are deeply convinced that, you are convinced. You have talked, and there's others, but I'm telling you that there's other studies throughout Ontario and United States that say stuff. I don't say that you're wrong, and I don't say that they're wrong, but we'll have that discussion and that debate all together, like that everybody can hear the same thing at the same moment and be able to take a decision, not only you and I debating at la séance du conseil. We'll have that talk all together and we'll have everybody together, the same comprehension of the thing, and then we'll be able to go further. Et une soirée d'organiser une consultation publique avec le ministre de Santé et... Yeah, and you can be able to ask all the questions you want to ask, and we'll see. Et les questions que j'ai envoyées par... Yeah, I've had them.
Avez-vous des réponses? Bien, les questions que vous avez envoyées s'adressent en grande partie au ministère de l'Environnement du Canada. Vous questionnez beaucoup le Santé Canada et Environnement Canada. Vous me demandez pourquoi Environnement Canada, donc pourquoi Environnement Canada considère-t-il les fluors et ses composés comme des produits toxiques et dangereux et comme des contaminants? Quelle est la norme maximale recommandée d'Environnement Canada dans le cours d'eau pour assurer la protection de la faune et de la flore dans les eaux douces? Et quelle est la norme maximale recommandée par le ministère du Développement durable et des changements climatiques dans les cours d'eau pour assurer la protection de la faune et de la flore dans les eaux douces? Ce ne sont pas des informations. Nous, on ne gère pas les cours d'eau. Ce sont des responsabilités qui relèvent d'Environnement Canada et du ministère de l'Environnement du Québec, donc, et des ressources naturelles. Donc, ce n'est pas des choses, des données que nous, on a. On a adressé les questions au ministère concerné. On aura les réponses. Mais c'est pas quelque chose que nous contrôlons. Et donc, on aura tout ça en même temps. Quand on aura les réponses de ces instances-là, on vous les transmettra. Et l'ingénieur du milieu de la qualité de l'eau. n'est pas capable de répondre. En fait, ce qu'il dit, c'est que les questions s'adressent plutôt à Environnement Canada. Il faudrait leur adresser les questions directement et au besoin faire venir un spécialiste pour en parler et répondre aux questions des citoyens. Donc, ça fait partie des choses qu'on demande. Le fluor est normé et l'eau potable est non à l'eau usée. Donc, ce n'est pas les rejets dans la rivière. Ça, c'est ce qu'on prend et non pas ce qu'on rejette qui est normé. Donc, rien ne laisse croire que la concentration y serait plus élevée à l'usine d'épuration. Les normes pour l'eau potable étant à 0,07 mg par litre. Et il y a, à sa connaissance, aucune norme régit le taux de fluor à l'affluent des eaux, donc de l'usine d'épuration. Le suivi que nous demande le ministère de l'Environnement sont les suivants, donc NO2, NO3, coliformes fécaux, le pH, les nitrates, mais il n'y a pas de fluor. Et ça, c'est les rejets à l'eau usée. Parce que 99, dernier compte, vous avez me dit qu'on utilise juste 2% de l'eau et le restant, c'est rejeté dans la rivière. En fait, c'est pas rejeté tout de suite. L'eau est traitée. Et nous, ce que j'ai dit, c'est que 2% de l'eau qu'on produit à l'usine de traitement des eaux, donc pour faire de l'eau, notre eau potable, 2% sert à la consommation humaine. Donc, on la prend, on la dans la soupe ou dans l'eau, peu importe, dans le café. 98% sert aux toilettes, au bain, au lavage, à toutes ces choses-là. Donc, il y a 98% de l'eau qui n'est pas pour la consommation. Ensuite, quand l'eau usée se retrouve dans notre système d'égout, elle est envoyée à l'usine d'épuration. Et là, à l'usine d'épuration, il y a toute une série de traitements à partir de boue, des bactéries, etc., qui fait en sorte qu'on épure l'eau avant de la rejeter. Et c'est ces normes-là qu'on regarde en matière de phosphate, en matière de nitrate, en matière dans le pH, les coliformes fécaux, etc., pour justement essayer d'avoir une eau la plus pure possible. Mais le fluor ne fait pas partie de ce qui est calculé et analysé à la sortie de l'usine d'épuration. Et c'est pas là, c'est pas dans l'eau de la rivière qu'on puise notre eau potable. On puise notre eau potable à la source, dans une nappe phréatique. Okay. C'est bon, parce que c'est ça, si on utilise 2%, c'est un peu perdre de l'argent aussi. I know. Mais, I know. I've asked. I know. I have that. J'ai questionné ça aussi. Okay, merci beaucoup. Merci, M. Tanier. Chicanez-vous pas à... Oui, Mme la mairesse, bonsoir, et monsieur, madame les conseillers. C'est qu'ici, j'ai une photo que j'ai prise, disons, comme de documentation sur Internet, imprimée par Au Secours. Ils contiennent un peu d'informations de la dernière fois qu'on s'est présenté ici au sujet du fluor dans l'eau. Le paragraphe, j'aimerais vous mentionner que le paragraphe 2 et 3 n'expriment pas nécessairement mes opinions personnelles.
Par contre, le dernier paragraphe porte à, disons, réflexion. Et le premier aussi, disons, c'est plutôt un résumé. Mais fait que le dernier paragraphe est le plus important, je trouve. La raison pour laquelle que je tiens à vous la remettre, c'est à cause qu'on voit la photo des sacs de fluor et qui indique bien dessus que le fluor est une toxine. Donc, on sait aussi que dans des puits artésiennes, il y en a du fluor aussi. Il y en a déjà dans l'eau. Ça fait qu'il y a des bonnes choses dans l'eau qui sont déjà là, alors pourquoi en rajouter? Il y en a dans nos légumes verts. Mais je ne suis pas ici ce soir, pour faire le débat de ça avec vous. Puis, je suis content de voir Mme la mairesse accorder l'intérêt pour le sujet et aussi de prévoir des périodes d'études, des ateliers sur le sujet et aussi à faire venir peut-être du gouvernement de Québec un spécialiste pour nous en parler. Parce que qu'est-ce que j'ai lu dans l'exemple qui est produit par la province de Québec, une grande section de questions-réponses, si on le lit tout, on s'aperçoit que oui, il y a peut-être un peu de négatif, mais il y a plus de bons que de négatifs, puis les autres effets sont négligeables. Mais s'ils sont si minimes, puis comme vous dites, on boit 2 de l'eau, le reste, il s'en va pour tous les autres usages qu'on en fait. Donc, ça nous coûte une fortune pour rien. C'est un gaspillage. Puis la province est déjà endettée de 576 milliards de dollars. Alors, pourquoi encourager des projets de même que quand il y a juste un bon tube de pâte à dents avec du fluor dedans règle le problème? Comme exemple, s'il y a une maison en feu ici à Châteauguay, on envoie les pompiers éteindre le feu à la maison. On n'arrose pas toute la ville à cause qu'on veut traiter la maison. C'est la même chose avec notre bouche. On veut traiter notre bouche. C'est pas tout le corps qu'on veut traiter, seulement que la bouche. Fait que quand même, pour finir, je vous remercie tous pour votre grande attention au sujet du fluor et les ateliers à venir, et puis prendre conscience des études récentes et bien informer la population pour ensuite en faire soit un référendum ou un vote. En fait, on verra comment ça se passe. Je vous donne ça pour que vous ayez une photo, ça porte à réflexion. Bien, merci. Vous pouvez juste et la déposer. Le paragraphe 2 et 3 n'expriment pas nécessairement mes opinions. C'est beau, merci. Juste à déposer, M. Girard. Bonsoir. J'ai une toute petite question, je pense qu'elle est très importante. Moi, toutes les études que j'ai lues sur le fluor, là, qui sont pour la fluoration, contre pour prévenir la carie, j'en ai pas trouvé une qui n'était pas faite soit par un organisme gouvernemental ou un organisme paragouvernemental. Donc, des études qui avaient été faites strictement par des individus, des chercheurs, tout ça. Alors que ma question, c'est que lors de cette fameuse séance où on va pouvoir poser des questions, puis s'interroger, puis discuter de la question, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait des experts qui viennent, que ce ne soient pas tous des experts qui mangent au même râtelier? La difficulté qu'on aura à trouver ces experts-là, c'est que bien souvent, et c'est le cas dans beaucoup de dossiers de santé publique avec des experts, ça a été le cas notamment pour les antennes de cellulaire, c'est que les experts sont pas très accessibles. Non, mais comme je vous dis, il faut regarder expert pour expert, là, puis on va faire notre possible. Je m'engage à ce qu'on fasse notre possible pour qu'on n'ait pas juste un côté de la médaille. Il y a toujours deux côtés à une médaille, donc on va s'arranger pour avoir la discussion avec le plus d'informations possible et que les gens puissent se faire une idée. Ça, à plusieurs niveaux, là, parce qu'il y a une question économique, il y a une question d'utilité, de liberté de choix, il y a une question et tout ça, et puis donc on pourra à ce moment-là... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il y aura une autre période à la fin de la séance pour d'autres... Nous sommes maintenant au point IE, adoption d'un règlement général décrétant l'augmentation du fonds de roulement, tel qu'amendé à ce jour. Proposé par Glutnet. Mme Reid. M. Glutnet et appuyé par Mme Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil.
Donc, le point J1, comme je vous le disais au début de la séance, donc, autorisation, un ajout qui est le titre suivant, autorisation de la lettre d'intention avec la firme Les Immeubles Commerciaux et Industriels Carrier Inc. pour la construction d'un centre sportif et demande d'autorisation d'un engagement de crédit au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et ce, sans pénalité par la Ville si la Ville refuse d'aller de l'avant dans le projet. Donc, appuyé par... Proposé, ça a été proposé? Proposé avant. Proposé avant. Oui, pardon. Laberge. Madame Laberge. Pardon. Et appuyé par... Madame Rie. Madame Rie. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K1, attribution du contrat SP 14-142A concernant les services professionnels pour la planification et la réalisation d'un programme fonctionnel technique, PFT, d'un nouveau bâtiment municipal à la firme Provencher plus Roy Associés Architectes Inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 64 500,98 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil municipal. Proposé par Glutnet. M. Glutnet et Pinard. appuyé par M. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K2, attribution du contrat SP 14-165 concernant les services professionnels en conception et surveillance des travaux de réaménagement du boulevard Maple à la firme Como Expert Conseil, le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 102 212,78 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil municipal. Proposé par Glutnet. M. Glutnet et appuyé par M. Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K3, attribution du contrat SP 14-153A concernant la fourniture d'une camionnette blanche E450 cube neuve et usagée à la firme Solution Ford Inc., plus bas soumissionnaire conforme au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 45 127,69 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil municipal. Deschamps. Proposé par M. Deschamps et appuyé par M. Pinard. M. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K4, attribution du contrat SP 14-131 concernant la fourniture et le transport de terre et de sable pour l'horticulture et les parcs à la firme Matériaux Paysagers Savaria Limité, plus bas soumissionnaire conforme au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 212 577,28 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Deschamps. Proposé par M. Deschamps Laberge. et appuyé par Mme Laberge. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K5, attribution du contrat SI 1408 concernant la fourniture d'une extension de l'espace disque pour les données de la Ville à la firme Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 53 221,11 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil municipal. Proposé par M. Côté. M. Côté et appuyé par M. Pinard. M. Pinard. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point L1.
Donc, prendre acte du départ à la retraite de Mme Francine T. Lalonde, donc employée col blanc. Gendron. Proposé par M. Deschamps. Gendron et appuyé par M. Deschamps. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L2, attribution de la liste des mouvements de personnel. Proposé par M. Pinard. Pinard. Et appuyé par Madame Ray. Madame Ray. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point M1, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 30 août au 10 octobre 2014 pour un montant total de 9 885 899 $ et 20 sous. Posé par Pinard. M. Pinard. Et appuyé par Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, nous sommes maintenant à la seconde période des questions, Mme Mercier. Bonjour Mme la mairesse, bonjour membres du conseil municipal. Monsieur Leborgne. Monsieur Leborgne, du district du Ville, district numéro 2. Alors, j'avais quelques questions pour vous, les membres du conseil. D'abord, une question prioritaire, c'est celle de la sécurité des enfants, toujours. Je suis un peu là-dessus. Aux abords de l'école NDA, Notre-Dame d'Assomption, mon fils, et du côté du parc Garand, il y a un petit stationnement qui se rend vers le parc Garand là, qui permet de... Je connais, mes enfants ayant été là, je connais très bien les abords de l'école Notre-Dame. Et donc, paraît-il, il y a une voie piétonne qui serait du côté de ce parking. Là où les enfants rentrent, il y a cette entrée de l'école vers la cour de récréation. Et aux prétentions d'enseignants que je connais, il y aurait une voie piétonne le long de le long du parking. Or, on ne voit absolument rien. Est-ce que vous pensez qu'il ne parle pas plutôt du corridor qui est entre la cour d'école et la rue? C'est un corridor qui longerait les places de stationnement et qui serait en prolongation de l'axe, le long de la... J'ai une perte de mémoire sur le nom de la rue. C'est Notre-Dame. C'est Notre-Dame. Donc, c'est le prolongement dans l'axe de Notre-Dame. Et donc, ça serait une voie piétonne qui serait là pour empêcher les véhicules de stationner, outre ceux qui sont dans le stationnement, évidemment. Donc, donc il n'y a aucune affiche. Mais il n'y a pas de voie piétonne, là, moi, ça avait écouté. Donc, la prétention des enseignants serait qu'il n'y a pas de voie piétonne. Oui, ben on va surveiller, mais parce que c'est en arrière du stationnement qui est déblayé. Ce serait comme derrière les voitures. Oui, mais c'est derrière. Puis Lucie. Derrière de voitures. Oui, mais Lucie connaît bien le secteur aussi pour avoir travaillé à l'école Notre-Dame d'Assomption. Il y aurait pu y avoir derrière le bosquet. Donc, les enfants, je sais que les enfants peuvent rentrer dans le parc et contourner par en arrière du bosquet, où il y a puis après ensuite rejoindre, il y a un petit chemin, mais il n'y a pas de voie piétonne derrière, surtout pas derrière un stationnement où les voitures sont stationnées, rentrent comme ça, puis reculent sans... je le sais pour connaître très très bien et avoir emmené mes enfants là, que même les tout petits, quand ils marchent, on les voit même pas derrière la voiture. Donc, s'il y avait eu, ça aurait été une aberration que de mettre un corridor piéton derrière les voitures. On va se renseigner, puis on va essayer de toute façon, ça fait partie des endroits qu'on veut sécuriser. Là, les voir justement la sécurisation de cet espace-là, parce que s'il y a un corridor piéton, il faudrait l'indiquer d'abord. Je ne serais pas contre, mais je veux dire, il faudrait l'indiquer. C'est pas nécessairement l'endroit idéal pour le mettre. C'est pas l'endroit idéal, donc la vérification est à faire aussi, la coordination avec les autorités scolaires. Je pense que les enfants, de par eux-mêmes, ils passaient par là. Il n'y a pas quelque chose, je pense pas qu'il y ait de quoi, de mémoire. Non, mais même si... Il n'y a pas rien, non, mais... Il n'y a pas rien qui dit que ça se passe là. Et de toute façon, c'est très dangereux parce que moi, ce que je faisais, quand j'allais pas à pied, que j'allais en voiture, j'attendais que les enfants aient fini de passer, puis que l'école commençait pour être sûr qu'il n'y ait pas un retardataire, là, puis que je recule dessus sans le voir. Fait que, mais effectivement, c'est une problématique. Mais je peux vous assurer. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de. Puis, au cours des 19 dernières années, il n'y a jamais même eu
de clouter piétonne de qui a été... pochoirs, non, hein. jamais, donc il n'y a rien. Là. Peut-être aussi ce que je peux proposer, par contre, les pochoirs sont présents, mais ils sont usés pour la prochaine année, de remettre les pochoirs du corridor de piétons qui est devant l'école NDA. Oui, bien ça, je pense qu'il faut même refaire, là, parce que c'est un petit peu problématique aussi. Ils sont aussi placés derrière les voitures qui reculent. Ouais, donc, c'est un petit peu problématique. OK. Parfait, merci pour la réponse. Deuxième question, c'était concernant la maison Gravel. Évidemment, il y avait cette idée de démanteler la maison Gravel, tristement. Je comprends les raisons. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'être à l'affût, peut-être, de solutions. Et en ce moment, j'ai parlé même à Mme Tran, qui était là, directrice citoyenne, sur, qu'est-ce qui était prévu. Et donc, et j'ai proposé, parce que je l'avais vu à la prairie, ce type d'aménagement qui est avec une maison, qui est une agora, une petite agora, mais de type végétal, et qui permet de garder le look avec le toit, parce que du point de vue de la maison Le Pailleur, excusez-moi, je m'intéresse aussi aux affaires architecturales, parce que je descends d'une famille d'architectes, c'est de garder la perception de look, avec le toit notamment, quand on est dans la maison Le Pailleur, de voir qu'est-ce que ça a l'air, quand on regarde vers la rive, et la même chose quand on est de la rive vers la maison Le Pailleur. Et on a là une espèce de préservation de l'idée du design, du patrimoine de Châteauguay dans ce genre de contexte, tout en ayant un aménagement végétal, une petite agora qui permettrait justement d'éviter la location des tentes et autres durant les différentes activités. Il faut voir évidemment le prix. Mais on a déjà un modèle et savoir de On avait à l'époque déjà regardé le même processus. C'était avant l'arrivée de Mme Trahan, donc elle n'était peut-être pas nécessairement au courant, mais on avait pris exactement le même exemple pour regarder ce qu'on peut faire à la Maison Gravel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la Maison Gravel, on n'a rien en dessous, hein, ici. Donc on a reconstruit à l'image, à la mémoire de quelque chose de très neuf, alors que là, on veut garder ce qui existe en partie. Donc, mais ça n'empêche pas l'intégration. Mais je ne vous dis pas qu'on va prendre la suggestion. C'est ça, je présente la mais suggestion. De toute façon, quand le projet sera là, on le présentera à la population, les gens pourront venir le commenter. Mais je trouvais intéressant quand même de le présenter tout à fait. À un niveau a priori. Merci. Concernant les chantiers citoyens, j'y étais présent. Oui. Très content d'y être. Vous avez une excellente idée, c'était celle des sondages. Par contre, l'usage, il pouvait y avoir certains problèmes sur les données que vous allez recueillir par rapport à l'utilisation des sondages. D'une part, la validation du type de population qui a été sondée, vous n'avez pas utilisé des données vous n'avez pas posé des questions relativement notamment à la qualification de la population, pas en termes de professionnels, mais je parle en termes d'âge, en termes des catégories d'âge. Est-ce qu'ils sont des enfants à charge ou non? Autre question, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais c'est des questions qui, en termes de recherche, je suis bien positionné pour parler de recherche parce que je donne le cours de méthodologie de la recherche en droit. Je veux dire, donc, pour utiliser des variables, il faut quand même, vous ne pourrez pas prétendre utiliser ces variables-là. C'est un aperçu. C'est juste, l'objectif n'était pas de s'en servir comme des données scientifiquement, un sondage scientifiquement valide. C'était pour avoir un aperçu parce qu'on avait quand même un groupe particulier de citoyens qui étaient là. On ne va pas prétendre que les citoyens qui se sont intéressés à la démarche des grands chantiers sont le reflet de la totalité de notre communauté. Mais même à ça, la démarche aurait été intéressante de même garder ces données-là. Elles sont intéressantes. Elles seraient intéressantes, mais il aurait fallu, si vous aviez fait le processus de validation, même on aurait pu utiliser avec les réserves nécessaires. Mais de toute façon, on va les utiliser avec la réserve nécessaire parce que c'est une orientation. C'est de dire que ce sujet-là, à travers d'autres sujets, intéresse plus ou interpelle plus
Mais en fait, il y aura des sondages beaucoup plus précis qui seront faits à travers les grands chantiers avec une méthodologie et des groupes qui font ça comme job. Là. Mais ce que je vous dirais, c'est que vous ne pourrez même pas les utiliser avec les réserves nécessaires parce que là, la qualification de vos données sont à ce point nébuleuses que là, mais comme je vous dis, oui, mais en fait, et je vous dirais que elles ne sont pas pour utiliser à des fins de mesure non plus. Elles étaient là pour identifier, en fait, interagir avec les gens qui sont là et voir qu'est-ce qui intéresse les gens et comment ça intéresse les gens, avoir une idée un peu plus donc de la salle à qui on s'adresse et de la préoccupation des gens qui s'investissent dans une démarche citoyenne un peu plus poussée. Donc, et tout ça fait en sorte qu'on a quand même des grandes tendances, même si elles ne sont pas utilisables pour dire, voilà, 80% de la population souhaite qu'on sorte les poubelles le dimanche. Cela dit, je vous dis que c'est une très bonne idée, cette utilisation de ce matériel, qui peut-être un peu coûteux, là, quand même. Là. Donc, dépendant avec qui on... Quand on utilise ce matériel-là, quand à l'utiliser, moi, ce que je suggère... c'est pas de question, excuse-moi. C'est de valider avec un conseiller scientifique qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les données, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher avec ces données-là. Soit qu'on les perd, soit qu'ils les mettent. Mais comme vous êtes sur un des comités... je ne parle pas en termes de conflit d'intérêt par rapport à moi-même. Là, je dis juste que c'est... vous réglerez ce dilemme avec vous. Avec moi, c'est ça. On verra. Concernant les subventions sur des commerces sur le boulevard d'Anjou, on l'a vu, ça a été dans le journal, le suivi par rapport à ça, par contre, je ne l'ai pas vu. C'était qu'on a, paraît-il, y aurait-il subvention de la ville aux nouveaux commerces, style Banque de Montréal, la nouvelle succursale, et la station Shell. C'est ce qui avait été prétendu dans le périodique Le Soleil. Et donc, est-ce que véritablement la ville de Châteauguay va subventionner ces travaux-là, va donner une aide pour ces deux types de commerces? On se souviendra à la présentation du projet Centre-Ville que les commerces qui se prévalent de certains paramètres de reconstruction en fonction du plan particulier d'urbanisme qui a été adopté et ce programme-là fait en sorte que les citoyens corporatifs qui s'installent ou qui rénovent ou qui reconstruisent le long du boulevard d'Anjou dans le secteur du PPU Centre-Ville sont admissibles à un programme de subvention s'ils rencontrent certains paramètres. Et cette subvention-là, quand on rencontre l'ensemble des paramètres, peut arriver à l'ordre de 16% du projet. Mais ça, c'est quand on rencontre l'ensemble des paramètres. Sinon, c'est... 16% du projet quand on finance Shell. Non, mais ce que je vous dirais, c'est que Shell n'aura probablement pas accès qu'à une très petite partie. Là. Déjà, ça sera une partie. Mais ça fait partie du programme et des intervenants qui sont là. La même chose qu'une grande... On peut parler de tout ça, mais une grande compagnie... un grand conglomérat qui détient des buildings fait en sorte aussi. Deuxièmement, j'étais à cette réunion. Ce que je comprenais de la principale problématique de cette réunion au Pèlerin, c'était qu'il fallait inciter les commerces à construire des parkings en sous-sol. C'était pas ça nécessairement. Parce que sinon, ce qu'on va se retrouver, c'est encore avec une situation quand même de parking. Oui. On se souviendra de la présentation vidéo où les parkings étaient absents. Il y avait eu même des commerçants qui en avaient demandé. Oui, tout à fait. Et l'objectif derrière tout ça, et je vous dirais que la tendance, quand on regarde toutes les présentations et quand les gens ont accès justement à ces présentations en termes de nouvel urbanisme, dans les colloques et les congrès où on va et dans les tendances un peu partout, auxquelles vous avez certainement accès aussi, toute cette tendance-là fait en sorte que où les stationnements sont à l'arrière des commerces et que les commerces sont situés très près des trottoirs, ou alors qu'on construit de plus en plus de stationnements souterrains. Pour la bonne et simple raison qu'entre autres, le terrain, dans les endroits qu'on qualifie de prime land, là, pour employer un anglicisme, sont très chers et donc les gens veulent rentabiliser les pieds carrés plutôt que d'y mettre du stationnement pour des voitures et donc on met de plus en plus de stationnement souterrain. Je comprends mal qu'une banque utilise
nouvelles se construisent, mais utilisent un terrain à côté pour du stationnement, mais ne va pas penser à faire un parking souterrain alors que le programme, ce qui est prévu, prévoyait justement l'absence de stationnement. L'incitatif, c'est pour encourager les gens à faire le stationnement souterrain. Les gens ne sont pas obligés de se prévaloir de l'incitatif. Et ensuite, il y a des règles dans tout bon plan d'urbanisme et de plan particulier d'urbanisme a priori. Dans un plan particulier d'urbanisme, il y a des règles de construction. C'est donc toute la ville, elle est régie par des règlements de construction et tout ça. Donc, dans le plan particulier d'urbanisme, il y a certaines règles qui font en sorte, qui disent que les nouvelles constructions doivent être construites à tant de pieds du trottoir avec les stationnements à l'arrière. Ensuite, le programme incitatif pour le stationnement souterrain, c'est pour ça qu'il y a une subvention. Si vous voulez faire du stationnement souterrain, là, il y a une subvention. Si les gens ne veulent pas en faire, ils devront faire du stationnement derrière leur bâtiment. Alors, on a des nouvelles constructions. Oui. Pensez-vous que votre programme de construction souterrain est suffisamment alléchant? Moi, je pense que... Est-ce qu'ils vont chercher des subventions ailleurs sur d'autres choses, comme d'être au niveau du front de la rue? Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de la façon dont le chose est bâtie, on a accès aux autres subventions uniquement si on remplit certains préalables. Donc, il faudra que je revoie avec vous l'ensemble de la hiérarchisation des subventions, mais on a accès à la subvention pour le stationnement que seulement si on a fait les deux premiers choses qui sont décidées, c'est-à-dire notamment de faire du multi-étage avec mixité des usages. Et donc, une fois qu'on n'a pas franchi cette première étape-là, ben on n'a pas le droit aux subventions. Je comprends, on ne fera pas ça ce soir, mais peut-être que je vous inviter à recalibrer vos critères, parce que si il y a des commerces qui n'ont pas décidé de faire du stationnement en garage et de continuer vers un stationnement à air ouverte et d'utiliser quand même des subventions gouvernementales, on parle d'une banque là, quand même aussi. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'ils ont, ils ont peut-être eu accès à un petit pourcentage. Et ce que je vous dirais aussi, c'est que il y a le pas à pas dans l'arrivée du centre-ville et qu'on est fort probablement, quand on est arrivé avec notre programme, et je vous dirais que ça va s'accentuer. On était peut-être 1 an ou 2 trop tôt par rapport à la tendance qui est en train de s'exprimer maintenant. Donc, la tendance qui est exprimée à travers le PPU du centre-ville est une tendance lourde qui est en train de s'inscrire dans les projets d'un paquet de villes présentement dans la région métropolitaine, dans tous les projets de TOD qui ont été amenés et qui sont développés dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, et que le projet de développement du PPU de centre-ville fait école et qu'il est même en exemple dans le dernier livre qui a été demandé par le ministère du Développement durable à Vivre en ville, justement, comme exemple de redéveloppement et de requalification. Donc, je pense qu'on a un bon projet. Il faut juste l'accompagner, il faut juste laisser le temps à tout le monde de s'installer dans ces nouvelles façons de faire. Là. Autre question, merci. Autre question. On est à la fin de la saison estivale. Le manoir Diouville, déficitaire. Oui. En fait, on aura les données. Le manoir Diouville tend à diminuer sa dépendance à la ville d'année en année, donc c'est des bonnes nouvelles. Enfin, dernière question concernant, on ne connaît pas les circonstances, c'est très nébuleux. Alors, concernant l'ancien greffier de la municipalité, on ne sait pas si c'est une histoire de congédiement. On ne sait pas s'il y a eu un préavis. Oui, je vais inviter M. Guinter à répondre à la question, qui est qui assume l'intérim de la direction générale pendant les vacances de notre directeur général et qui est également notre directeur des ressources humaines. Alors, s'il peut... il a les balises pour répondre à votre question concernant le départ de Maître Tappe. Il y a eu une enquête, il y a eu des plaintes d'harcèlement
psychologiques qui ont été adressés là, à l'endroit de notre greffier, qui ont fait l'objet d'une enquête qui est, vous comprendrez, confidentielle. Et à la lumière de cette enquête-là, la Ville a décidé de mettre fin à l'emploi du greffier. Est-ce qu'il y a eu un préavis? Non, il n'y a pas de monsieur... Est-ce qu'il y a eu versement de préavis? Monsieur Tapp faisait l'objet d'un contrat à durée déterminée. C'était important à faire cette nuance-là, si je pense que vous êtes juriste. Donc, un contrat à durée déterminée et dans lequel il s'était engagé à respecter l'ensemble des règlements de la municipalité, dont la politique concernant le harcèlement, parce qu'on a une politique interne concernant le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel au travail. OK. Avez-vous vu dans les éléments, parce que la municipalité a un rôle régalien, protection du public, avez-vous vu des éléments qui devaient être nécessairement dits au syndic du barreau? Oui. Est-ce qu'il y a eu plainte au syndic du barreau? Oui, de ma part en tant qu'avocat. Merci. Merci. Dernière question. Est-ce que le directeur général des élections a été avisé de la situation? Je crois que non, sur cette question-là. Est-ce qu'il était directeur Il était président des élections, oui. Il était président des élections. C'est nécessaire de le contacter afin qu'il fasse aussi enquête. Je vais vérifier. Je vais vérifier parce que les plaintes ne couvrent pas cette période-là. Donc, pour ça, je me... Peut-être peut-il y avoir incidence. Peut-être. Merci. Merci, M. Lebaron. Bonjour. Deux petites questions. K1, le nouveau bâtiment municipal, on parle de... K1, ça c'est le multifonctionnel, là. C'est un bâtiment qui va remplacer les travaux publics. Dans la première partie, on sait qu'en deuxième partie, il y a une construction, il y a des investissements de l'ordre de 45 millions de dollars qui vont permettre la construction de tours résidentielles. Donc, dans cette partie-là, on veut avoir donc des services municipaux, on veut rapatrier justement la salle du conseil, la salle de la cour municipale, mettre des services de proximité, donc l'endroit est plus central pour avoir accès, exemple, les permis, la taxation, etc. Et on veut également, on le rappelle, avoir des locaux pour des cours de cégep et d'université et regrouper peut-être aussi certains organismes de la municipalité là, qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire et donc les regrouper dans cet édifice-là. Deuxième question. Concernant toujours la rue Parker. Le budget là, qu'on a vu dans les journaux, c'est style 1,5 million, 1,6 million. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est imputable si ça finit à 2,5 millions? En fait, avec tous les dépassements de coûts qu'il va avoir? Vous avancez quelque chose, M. Marchand? Non, je ne dis pas que ça va aller à 2 millions, mais... Il n'y aura peut-être pas de dépassement de coûts. Mais y a-t-il quelqu'un d'imputable? Il y a toujours, et je vous dirais que nous sommes imputables et que de plus en plus, on cherche à rendre nos gens imputables et de toute façon, avant qu'il y ait un extra qui est autorisé, on doit revenir au conseil municipal pour que celui-ci autorise les extras en question. Bien sûr que le mot d'ordre, ce n'est pas d'avoir des extras. Et si je ne m'abuse, mes collègues me reprendront si ce n'est pas le cas, là, mais je pense qu'on a même été en deçà, l'attribution du contrat a été en deçà de ce qui avait été préalablement identifié comme parce que dans les journaux, j'ai vu 1,8 million, puis d'autres moments donnés, c'était 1,6 million. Ben, c'est parce que probablement que ce qui avait été établi dans les plans et devis pour aller en règlement d'emprunt, c'était 1,8 et que le contrat est sorti à 1,6. Donc, le promoteur a remporté l'appel d'offres avec cette soumission-là. Il doit s'engager à faire les travaux à ce prix-là. Donc, nous, on surveille ça. On surveille ça très, très près. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, M. Girard. Une question, par exemple. Oui, une question. Bonsoir, M. le conseiller.
Mesdames les conseillers. Tantôt, il y a un citoyen qui m'a informé que le stationnement du CLSC situé sur l'avenue de la Verdure, le prix du stationnement a été augmenté à 4 $. Depuis quand, M. Daou? C'est ça aujourd'hui. Et on dit que quand le terrain avait été choisi, il avait été donné, c'est un don, je ne sais pas si ça venait de la ville ou d'un citoyen. Oui, en fait, non, le terrain appartenait à la ville. On se rappellera que la ville avait donné le terrain pour la construction du CLSC, que le CLSC devait en contrepartie nous céder le 101 rue Lauzon à l'époque, et que finalement, on s'est retrouvé avec un stationnement payant et pas le building du 101 rue Lauzon. Je ne sais pas ce qui est arrivé entre-temps. Mais présentement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une pétition qui circule pour justement faire annuler les frais de stationnement au CLSC et qu'une rencontre est prévue, notamment, on espère, avec notre député ministre, M. Moreau, pour en discuter. Parce que l'ancien CLSC, il n'y a pas de stationnement. Et maintenant, il y a un stationnement payant maintenant au CLSC sur la rue Lauzon. D'ailleurs, ça nous cause une problématique. Les gens stationnent sur la rue. Madame la mairesse, M. Gérard, je fais du bénévole le lundi matin au CLSC, aux prises de sang. Je peux vous confirmer qu'il est encore à 2 pièces et demie. C'est vous, j'ai déjà vu, puis je savais. Il est encore à 2 pièces et demie, là. Bien, M. Daou, il dit que ça a augmenté aujourd'hui. Parce que Marcel Ducat y était, puis il a payé 4 pièces. Mais est-ce que... Ils ont changé les annonces. Mais ils ont changé les annonces parce que ce que je sais, c'est qu'ils ne donnent pas le change. Ben fait que si on met 4 piastres... Tout le monde chiale. Oui, mais au lieu d'augmenter à 4 piastres, il aurait dû le baisser à 2 piastres, c'est tout. Il était à 2 piastres. C'est pas une question, mais c'est pas une question, mais comme je vous dis, merci de l'information. Je n'ai pas été vérifié, je vous dis. Ouais, non, mais on va vérifier ça, mais comme je vous dis, on travaille le dossier. C'est les riches qui vont là-bas. Tantôt, on parlait du fluor dans l'eau pour les gens pauvres. Puis là, c'est les gens pauvres qui vont là, qui payent 4 piastres pour passer. Monsieur Girard, on était déjà sur le dos du CLSC à 2 piastres et demi. Vous pouvez bien penser qu'on va être encore plus sur le dos du CLSC à 4 piastres. Ben oui, on va aller manifester là-bas. En tout cas, on verra. En tout cas, vous allez vérifier ça. Oui, on vérifie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes collègues. Ah, M. Thibault, je m'excuse pour votre La censure. Mais dans toutes les questions qu'il y a eu, effectivement, il y en a plusieurs. J'ai obtenu réponse à vos questions. Il y avait seulement le point qui ne figurait pas à l'ordre du jour, l'ajout, c'était J1. Le projet de centre sportif. Tu sais, le Soccerplex à côté de l'école secondaire, le Philippe Parent. OK. Et donc, en fait, les investisseurs qui se manifesteraient. En fait, c'est les propriétaires du terrain qui sont effectivement pas tellement des investisseurs que des bâtisseurs, qui proposent un projet à la municipalité. Les paramètres du projet sont encore à discuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte, et je ramènerai le dossier à 2005 quand il a été d'abord déposé, tout ça. Donc, on vit avec un contexte particulier quant au dézonage, à ce qui a déjà été fait à cet emplacement. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui avec la lettre d'intention, c'est qu'on demande au MAMO, donc le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, d'autoriser la ville, en fait, à pouvoir contracter, la possibilité de contracter avec un individu corporatif pour une période de plus de 5 ans. Donc, d'engager notre crédit ou en fait de l'argent municipal pour une période supérieure aux 5 ans. Donc, c'est la règle qui doit être faite. Donc, avant de pouvoir parler ou d'entamer des discussions pour la suite des choses et la construction, il faut d'abord et avant tout qu'on ait l'autorisation du ministère de pouvoir aller de l'avant avec ce type de projet-là. OK, mais est-ce que c'est le même projet qui était prévu initialement? Parce qu'on sait qu'après, en cours de route, il y avait des questions d'ajouter peut-être une... C'est une phase 1, ça n'empêche pas qu'on pourrait, par la suite, sur ce qui reste du terrain, construire d'autres équipements sportifs. L'intérêt pour nous, évidemment, c'est d'aller
intéresser d'autres municipalités. On le dit toujours au projet. C'est des projets qui sont à négocier, peut-être même la création d'une régie. En tout cas, tout ça est dans l'air, mais d'abord et avant tout, pour que le ministère se penche sur notre cas, il faut qu'on envoie une lettre d'intention, parce que tant qu'on n'a rien de concret, entre guillemets, à commencer à travailler, le ministère n'ouvrira pas de dossier. Donc, on ne peut pas juste s'asseoir avec le ministère et dire est-ce que vous accepteriez est-ce que vous accepteriez il faut qu'il commence à avoir un projet pour dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, et ainsi de suite, qu'on puisse commencer à travailler. Pendant ce temps-là, nous, on s'engage à regarder entre nous du type de projet qu'on souhaite voir là. Et évidemment, qu'on veut aussi intéresser d'autres municipalités avec nous à ce projet-là. Et la commission scolaire, et les commissions scolaires, je dirais aussi, parce que sa proximité à l'autoroute 30 permet, notamment du côté de Beauharnois aussi, peut-être que les écoles aient un intérêt à venir utiliser les lieux. Mais est-ce que c'est les mêmes propriétaires qui n'avaient pas pu poursuivre? Non. Actuellement, ça appartient à qui? C'est les immeubles commerciaux et industriels Carrier Incorporés. ICIC. Merci. Est-ce que ça serait un peu du PPP? Un petit peu comme. Mais et c'est la raison pour laquelle on demande au ministère, contrairement à ce qui s'est fait un peu partout dans le passé, où l'aval ou l'encadrement concernant ce type de contrat-là était un peu pas encadré. Le ministère a resserré ses règles et donc on doit s'engager dans une démarche où justement les citoyens auront toute la place voulue pour venir être consultés, questionnés et accompagnés dans le processus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes collègues du conseil municipal. Monsieur Doyle. Merci, bonne soirée. Monsieur Gloutenay. Bonne soirée. Monsieur Pinard. Merci de vous intéresser aux affaires municipales. Bonne soirée. Madame Laberge. Merci, bonne fin de soirée. Puis je suis bien contente que la rue Vanier soit dans les 3 prochaines années. Ça, c'est pas la première fois. Monsieur Deschamps. Tantôt, vous avez parlé de l'ancien CLSC, là, je l'avais lu le nom. On n'a pas passé la résolution sur quoi? Bien, c'est ce qui m'étonne, parce qu'il me semblait qu'on avait le non-stationnement quand on ça a... presse, là, parce que c'est difficile de sortir de... Est-ce que vous voulez qu'on la passe? Je vais la proposer. Est-ce qu'on a clos à la prochaine? Bon. Il Ça va sera la passer à la prochaine séance. Donc, là, au début novembre. On va être... Parce qu'on était prêt, on avait une résolution Oui, tout à fait. À la commission. OK, c'est tout. Merci, M. Deschamps. M. Gendron. Ça va être assez vite. Pour le plan triennal, c'est sûr que j'avais beaucoup de questions. C'est sûr que ça fait des années qu'on demande d'avoir un plan triennal. Quinquennal ou plus que ça, oui. Pour savoir la liste des rues pendant les 3 prochaines années. Je suis bien content que Michel ait pris qu'un jour que j'ai banni. Ou que la ville en banni, c'est très important. C'est un boulevard de la ville. Le projet de soccer, c'est sûr pour moi, j'ai pas voté contre, mais je vous laisse aller. Moi, ce qui est très important, c'est le ministère des Affaires municipales. Il faut absolument qu'il accepte le projet. Mais j'ai beaucoup de questions, puis j'espère qu'on va se réunir, puis on va en parler, puis ça va être une mission de groupe, puis pas... C'est un beau projet, et puis on veut le porter tous ensemble. Moi aussi, j'ai envie de jouer dans un soccer intérieur, c'est sûr un jour. Moi, je vais aller vous applaudir. Pour les chantiers de Châteauguay, j'ai entendu l'autre jour que vous avez nommé du monde qui était sur les comités. Puis à plusieurs reprises, il y avait quelques citoyens qui ont été nommés 3 fois. Oui. Moi, j'ai parlé à 3 citoyens directement, qu'eux autres qui ont fait exactement ce que M. Lisotte avait demandé, de dire pourquoi ils voulaient participer, c'était quoi leurs intérêts, puis peut-être à quel point ils étaient qualifiés pour le faire.
Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui sont refusés, mais il y a du monde qui sont, qui sont sur 3. Et comme je vous ai expliqué à la fin des grands chantiers au début octobre, le 4 octobre, quand les gens se sont inscrits en la période avant le 20 septembre, on a pris la liste des gens qui étaient inscrits et on a réécrit à tout le monde pour savoir s'ils étaient... Parce qu'on voulait être sûr que dans la démarche dans laquelle ils s'engageaient, s'ils voulaient faire partie simplement d'aller à un atelier ou à une consultation ou aller aux conférences ou des choses comme ça, ou s'ils étaient d'accord pour s'impliquer dans une démarche beaucoup plus grande qui était de siéger à un comité consultatif. Et donc, on a réécrit à tous ces gens-là en leur demandant s'ils avaient des disponibilités, quelles étaient leurs disponibilités, et on a inscrit les gens qui ont répondu à ça, on les a inscrits, puis même que je n'ai pas fait de sélection, j'ai répondu, tous ceux qui ont répondu en fait avec leur schème d'intérêt, on les a mis là. Il y en a qui ont beaucoup de travail, il y en a d'autres qui auront des travails pas nécessairement tout de suite, mais plus tard, donc on les a mis là. J'ai compris que des gens n'ont pas répondu à ce deuxième courriel qu'on avait envoyé en donnant leur intérêt particulier pour des comités ou en tout cas où j'ai pas eu d'interaction avec eux. Donc, on va réécrire à ces gens-là pour leur disant « Vous étiez présents à cette rencontre du 4 octobre. Souhaitez-vous, parce qu'il y a même des gens qui n'étaient même pas inscrits, qui ont assisté au 4 octobre et qui sont venus nous voir ensuite ou qui nous ont écrit ensuite pour nous dire « ça nous intéresse, on veut y être, on veut participer à un comité, etc. etc. » Donc, j'ai repris d'autres noms en plus, justement pour laisser le plus de place possible aux gens qui ont un intérêt à travailler pour la collectivité. Donc, on a rajouté ces gens-là. Et les gens qui n'ont peut-être pas été nommés à ce moment-là lors de l'activité du 4 octobre recevront une deuxième communication en leur disant « Voici, vous y étiez, vous n'avez pas été nommé, est-ce que vous avez un intérêt ou de la disponibilité? » Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de disponibilité non plus, qui veulent bien faire partie d'un atelier, mais pas nécessairement d'un comité. Donc, on va les relancer. J'aime ça qu'on fait cet effort de moins accepter, peut-être avoir moins sur plusieurs chantiers, puis d'en avoir plus, parce qu'en toute honnêteté, j'ai pris des notes cette journée-là sur les 83 personnes qui étaient là. Il y avait les membres du conseil avec leurs conjoints. Si on enlève eux autres, si on enlève les membres du CCQ, si on enlève le monde qui était avec des organismes à but non lucratif, tu sais, je ne sais même pas s'il y avait une dizaine de personnes en bas de 40 ans. Fait que, tu sais, je suis un peu dans le sens de M. Leborgne. Est-ce que c'est vraiment relatif? Est-ce que c'est vraiment l'exemple des citoyens qui vont faire une décision ou avoir des idées? Mais dans ce cas que je vous demande maintenant, si vous aviez écouté plutôt que de texter pendant la rencontre, M. Gendron, vous auriez écouté... Non, mais excusez-moi, je vais répondre. Non, mais je vais répondre. M. Lallier, ce qu'il a dit, qu'est-ce que Jean-Paul Lallier a dit quand il s'est adressé aux gens? Il a dit, vous êtes une centaine de personnes et c'est très bien. Si vous aviez été plus que ça, il y aurait eu un problème. Les gens qui souhaitent véritablement s'investir dans une démarche, dans une communauté, c'est toujours à peu près une centaine de personnes. Donc, on a 100 personnes qui étaient là et qui désirent, et que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants, que ce soit les sœurs, que ce soit les petites filles, que ce soit les amis, que ce soit les anciens collègues de conseil municipal, que ce soit peu importe qui, ces gens-là ont une volonté, c'est des gens qui sont ici ce soir, qui sont là, c'est des gens qui ont une volonté de s'impliquer dans une démarche citoyenne, qui ont une volonté de faire quelque chose, et ils sont là pour s'impliquer puis faire la différence. Et ils se sont présentés pour participer à cette démarche-là, sauf que je trouve qu'on devrait travailler plus fort pour attirer plus de personnes qui changent la démographie des membres de ces comités-là. C'est simplement ça. La porte est ouverte. Si c'est ces citoyens-là qui s'intéressent à l'avenir de leur collectivité, je pense qu'on doit les remercier, on ne doit pas les ostraciser. Et je pense qu'on doit au contraire les féliciter d'avoir pris leur samedi matin plutôt, et d'avoir participé à cet événement-là, et d'avoir aussi accepté, quand on les a relancés, de dire qu'ils étaient disponibles les soirs, les fins de semaine, pour participer à des comités consultatifs, puis être là pour justement porter la vision citoyenne à travers nos réglementations, nos politiques, nos projets, puis faire en sorte qu'elles représentent
un peu tout le monde. Parce que oui, il n'y avait peut-être pas assez de jeunes, peut-être pas assez de personnes très âgées, peut-être pas assez d'enfants, peut-être pas assez de tout ça, mais il y avait surtout, je dirais, une centaine de gens décidés à faire un changement dans la communauté. Puis c'est ça, je pense, qu'on doit regarder. Merci. Merci, M. Gendron. Mais je voulais poser une question à ce sujet. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres gens aussi qui s'étaient inscrits, mais qui ne pouvaient pas être présents? Il y avait d'autres gens qui se sont inscrits parce qu'ils ont un intérêt pour les comités, mais qui malheureusement étaient soit à l'extérieur parce que, bon, pour des raisons familiales, soit encore parce qu'ils étaient en voyage. Mais il y a encore une cinquantaine de personnes supplémentaires qui n'étaient pas là et qui s'étaient inscrites. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui ont montré un intérêt. Alors, je voulais rajouter que cette semaine, nous avons assisté à la première pelletée de terre d'un très beau projet de la Caisse populaire qui est dans mon quartier. Et c'était une très, très belle présentation et c'est un très beau projet. La Caisse va ouvrir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en juin 2014. Alors, c'est 2015, excusez-moi. Alors, c'est un très beau projet, très, très beau projet et c'est une autre et belle réalisation. Là, et pour ceux qui se demandent où c'est, ça va être sur le terrain situé, donc moi ce que j'appelle à l'art le cours d'Auray, Haute-Rivière. D'un côté il y a Westcliff, de l'autre côté il y avait un terrain vague. Là, ça va être dans le terrain qui va être là, qui va être construit. Il y a un plan d'ensemble qui a été déposé. Caisse populaire, juste avant la bretelle pour aller sur l'autoroute 30. Là, à partir de... En face, de l'autre côté. Si vous passez à l'heure actuelle, il y a une belle pancarte qui vous montre la vue d'ensemble de la Caisse populaire. C'est très beau. Très beau projet. On ne voit plus, là, il n'y a plus de pont. Bientôt, vous allez découvrir tout ça en même temps. Ça va. Le pont va être réouvert, puis la caisse va être construite. Alors, ceci étant dit, bonne soirée tout le monde. Merci, Mme Reid. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Et moi, si vous ne l'avez pas vu, il y avait 2 très beaux reportages dans le Journal de la Presse en fin de semaine. Une surprise quand j'ai feuilleté ma presse du samedi. Une ville en transformation dans la section immobilier dans laquelle on parlait de la ville de Châteauguay avec de très bons mots. Et dans la section voyage, une île en héritage, donc un beau dossier sur l'île Saint-Bernard. C'était une belle surprise en fin de semaine de voir tout ça et de voir qu'on a une belle ouverture, une belle fenêtre pour intéresser les gens de l'extérieur à venir voir ce qui se fait chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Madame Reid.